suffisamment de références, d'éléments et d'éléments pour susciter des questions, j'espère, beaucoup, et susciter des commentaires aussi, naturellement. Mais donc la parole est à vous, en quelque sorte. Vous pouvez vous adresser à tout le monde, et c'est un moment, une histoire particulière. Les thèmes se recoupent et les actions communales aussi, en quelque sorte. Une des choses qui ressort des trois interventions, c'est un peu le retard de Paris, en quelque sorte. C'est une NS qu'on retrouve, les groupes qu'on retrouve un peu partout. Et si on avance sur Paris, je ne sais pas si ça pose des problèmes particuliers, mais une fois que Paris, ça fait une fois que Paris entre la commune et l'arrêt, eh bien, il y a quand même une grande émotion et des réactions importantes par rapport à ce qui se passe à Paris. Ce n'est pas la fin, même en province, ce n'est pas la fin de ces mouvements, mais ce n'est pas non plus un nouveau début, c'est nécessairement surprenant peut-être. Enfin voilà, écoutez, comment est venu de vous entendre et vos questions sont les bienvenues. On peut dire que peu de choses ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et y compris de très très nouvelles, pour ne pas évoquer la Martinique. Et puis, si vous voulez, si vous voulez bien venir là, ce micro marche très bien, je vous donner bien aussi, mais celui-là marche très bien, et puis je crois que c'est nécessaire d'avoir un micro pour être entendu dans cette salle. Non, mais tout le monde entend. Oui. J'aurais voulu savoir s'il y avait un lien entre les événements de Narbonne, qu'a décrit Madame, et les questions concernant le bain, justement, en 1900 et quelques. Est-ce qu'on peut faire une liaison historique ou sociologique entre ces deux événements? Je ne sais pas de quel événement de la deuxième. 1907. Ah, 1907. D'accord. Écoutez, je pense que oui, il y a quand même un républicanisme qui s'est enraciné, et il y a aussi une mémoire des événements qui s'est diffusée. Et cette mémoire, elle est pérenne, c'est-à-dire qu'elle dure encore. C'est pour ça que j'ai fait exprès de faire référence au chant de Marty, parce que le chant de Marty, c'est la commune de Narbonne et 1907. Donc il y a cette histoire-là, qui est l'histoire populaire du Midi, qui se transmet sur un siècle et demi, quoi. Et ça, je crois que c'est important. La relation directe entre 1907 et... je pense qu'il y a quelque chose qui a été transmis dans la mémoire populaire, c'est l'histoire de la fraternisation des soldats. Parce que c'est quelque chose, c'est là que démarre aussi la grève qu'il y a eu dans le Midi des vignerons, qui est assez complexe, parce que c'est une grève de ces petits propriétaires. Mais le fait que les soldats qui sont envoyés d'une crosse en l'air, le fameux régiment du 17e, c'est quelque chose qui aussi était dans les mémoires populaires venant de la commune de Narbonne. Voilà, c'est la seule chose que je puisse dire, mais il y aura sûrement des spécialistes aussi. C'est plus que moi là-dessus. Moi j'ai une question un peu polémique sur la question du rapport, vous m'entendez? Sur le rapport entre justement la question des communes de province, dont on parle ce soir, et est-ce que la commune de Paris, comment dirais-je, ne les prend pas suffisamment en compte? Alors que moi, dans ce que j'ai lu dans les premiers procès-verbaux du mois de mars, 28 mars par là,
On parle de la fédération des communes, d'une commission qui est liée à la question des territoires, par rapport à la poste, par rapport au chemin de fer. Et dans ce que j'ai entendu, ils le défendent, ils en parlent. Et donc est-ce qu'il y a une polémique historique sur ce sujet, sur le fait que Paris, entre guillemets, va mépriser la province? Non, enfin je peux parler pour Marseille. Je peux proposer qu'un élément de réflexion, mais ce qui est sûr, c'est que d'abord par sa taille, par son importance, la commune de Paris et son histoire a un petit peu occupé le devant de la scène. Et par ailleurs, les mémoires locales ont été souvent, comme à Marseille par exemple, complètement écrasées. Et les exposés de ce soir sont intéressants parce que finalement, ils montrent qu'au début, ce qui s'est joué à partir de la chute de l'Empire, c'était presque une guerre civile entre le choix d'une république libérale, qui a été souvent incarnée par des municipalités républicaines modérées, avec toutes les nuances qu'on peut apporter, et la volonté d'une vraie république, d'une république qui ne soit pas volée comme en 1830 ou en 1848, et donc toute une fraction révolutionnaire de républicains radicaux, de socialistes et de différents mouvements anarchistes. Et c'est ceux-là qui ont composé l'essentiel des communes, des mouvements communaux qu'on a évoqués. Il y a eu un vrai combat. Et à chaque fois, c'est l'alliance avec les modérés qui va céder. Et ces communes vont être écrasées. Mais on peut remarquer que ces mouvements ont commencé avant Paris, pour revenir à votre question, mais qu'effectivement, comme le disait Marc, au moment de la Commune de Paris, ils se réactivent beaucoup pour défendre le mouvement parisien, et de nouveau, dans les mémoires, c'est le mouvement parisien qui reste. Je vous donne un exemple dont on a discuté cet après-midi, qui paraît, qui nous est apparu il y a quelques semaines seulement. Nous avons eu cette fameuse loi de 2016 qui réhabilitait les communards. Et nous, la question s'est posée pour nous. C'est une résolution, effectivement. Et la question s'est posée pour nous, Marseillais et ces 200 soldats, par exemple, qui ont été exécutés, et tous les déportés, il y en a eu beaucoup aussi à Marseille, mais la résolution ne cite pas, elle est exclusive à la Commune de Paris, alors que la province a payé très cher aussi. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est pas volontaire, c'est pas un mépris de Paris, c'est la façon dont on transmet l'histoire. C'est pour ça qu'on est là dans les différentes comités, pour la faire revivre dans l'aspect le plus complet possible. Oui, je permets de rajouter que les Parisiens ont envoyé à Marseille, par exemple, 3 délégués qui n'étaient pas les meilleurs, qui s'appelaient Landeck, May et Amouroux. Voilà, pour aider la commune de Marseille. Donc ils ne s'en sont pas désintéressés. Et puis les traces aussi. Pendant longtemps, à Marseille, Notre-Dame de la Garde a été appelée Notre-Dame de la Bombarde. Oui, puis je veux dire, la commune de Paris est inclusive, elle n'est pas exclusive. Et un document, je crois, qui doit ressortir assez bien, c'est la déclaration au Conseil du 19 avril de la commune de Paris, dans laquelle on peut retrouver que nos ennemis se trompent le pays quand ils accusent Paris de vouloir imposer sa volonté ou sa supériorité au reste de la nation et de prétendre la dictature qui serait un véritable attentat contre l'indépendance et la souveraineté des autres communes. Donc Paris appelle à l'unité, appelle à la formation d'un mouvement comme une révolution communale et finalement au niveau d'une fédération des communes. Et je la parole. Peut-être développer sur la dimension fédérale. Je ne vais pas développer tout ça, simplement par rapport aux différentes situations provinciales, il y a quand même à ne pas oublier certains points.
il y a toute la question, quand on examine des choses très complexes, qui est toute la France du Nord, c'est-à-dire la France occupée, qui est aussi alors un continent très particulier. Bon, on a aussi des Alpes à Dieppe, qui est soit sur la ligne de fond, soit occupé. Ça, c'est aussi quelque chose où il faudrait creuser pour voir ce qui a pu se passer dans la France au nord de la Loire, quoi, finalement, et comment c'est passé, parce que là on a des exemples tous au sud finalement de la Loire. La moitié nord, on ne la voit pas, et là, a priori, c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple de commune, même pas beaucoup, sauf dans le Lot, parce que Cordillot a beaucoup travaillé la région, et donc il reste beaucoup à travailler pour voir un peu la situation de ça. Ensuite, la deuxième point que je voulais noter, c'est qu'évidemment Paris a une particularité qui ne tient pas à lui seulement, et pas seulement à son fait capitale, mais c'est le siège. Ça c'est absolument fondamental. C'est ça qui vraiment différencie Paris de tout le reste de la France, qui fait qu'on regarde Paris. Parce que, à cette époque, Paris, c'est la ville, ça va être la ville de la Révolution après le 8 mars, mais c'est la ville qui a, pendant plusieurs mois, tenu, entre guillemets, face à l'armée allemande, qui a sacrifié, il y a quand même des milliers de morts de faim dans les gens les plus âgés. Dans ce cas, c'est toujours la population âgée quand il y a des sous-alimentations qui meurent. Hein. Donc, je l'ai montré par différentes études démographiques. Donc, il y a cette particularité-là qui est très importante. C'est l'image qu'a Paris, qui va se relier de façon très complexe sur l'image qu'a Paris pendant le deuxième siècle, en quelque sorte par les Versaillais. Et ça, c'est un point très important. Toujours peut-être dans le rapport souvent compliqué entre Paris et la province. Là, il y a un moment d'exception où, effectivement, la communauté, entre guillemets, nationale, si on peut l'appeler comme ça, pour l'instant pas d'autre mot, voit en Paris la ville qui, pendant plusieurs mois, tient, dans des conditions dramatiques, face au Prussien. Un moment où la défense nationale rallie de l'extrême gauche voilà, et c'est même souvent la gauche la plus radicale qui est la plus attachée à la défense nationale dans cette période. C'est plutôt les républicains modérés, voire des monarchistes qui sont quand même beaucoup plus prudents sur cette situation. Donc il y a ça, je crois que c'est quelque chose, si on ne mesure pas le poids du siège de Paris en tant que ville qui a subi ça dans le contexte, on ne comprend pas les rapports qui s'établissent entre Paris et la France. Le troisième point, c'est que justement, même si le siège empêche des manifestations, disons très aussi brûlantes, et ça c'était tout à fait passionnant tout ce qu'on a vu sur le mouvement provincial qu'on a vu. Il y a quand même aussi des manifestations à Paris en octobre et en janvier pour déjà la Camouine qui n'aboutissent pas, qui sont discutées, qui ont pu discuter, mais qui existent déjà aussi pendant plein siège à Paris. C'est pas non plus totalement une ville linéaire. Et le dernier point pour répondre à la question, c'est vrai que Paris, Paris a un énorme sentiment de supériorité. C'est incroyable. Et si je peux me permettre, les historiens aussi, parce que oui, le livre dont je voulais vous montrer la couverture de Jeanne Gaillard, qui date de 1971, qui dit déjà oui, il avait très beau. Et c'est un grand livre, mais il est resté quand même pendant longtemps d'être mort. Mais il y a un très grand sentiment de supériorité de Paris, alors très compliqué pendant la Commune, c'est à la fois un très grand sentiment de supériorité de Paris, et j'ai créé toute une hiérarchie à Paris. Ensuite, il y a les grandes villes qui sont assez proches parce qu'elles sont républicaines. Donc, pour les Parisiens, c'est très très fort, c'est qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat à la fin de l'Empire au plébiscite. Il y a des lettres de Courbet, c'est ce qu'il dit,
cette ville-là, elle a voté non. Cette ville-là, elle n'a pas voté non. Quand les paysans, ce sont des dociles, hein, ils acceptent tout de l'Empire. Voilà, donc eux, c'est le dernier niveau. Hein, Paris, les grandes villes, Lyon, Marseille, quelques autres qui ont voté non, et ainsi de suite. Donc ils disent, nous, on est là. Et c'est toute l'histoire aussi du 19e siècle par certains côtés. Alors ça, il y a ça, et ce sentiment, il est évident. Moi, je dois vous citer des textes qui sont assez... c'est Paris, reine du monde, quoi. Il y a l'idée qu'ils sont capitale de la République universelle. Voilà, c'est très, 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 très fort. Cette idée. Le centre de la Révolution, c'est... Voilà. Ils vont envoyer la lumière à la province. Il y a des tas de textes qui disent ça. Voilà. Donc, mais en même temps qu'il y a ça, il y a aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire il y a le souci de dire attention, là, dans cette révolution, on ne va pas imposer les vues de Paris. C'est très, très important pour eux de dire voilà, la commune de Paris ne veut pas imposer ces vues. D'ailleurs, c'est un débat encore actuel, on va dessus, mais on a reproché aussi, justement, de ne pas avoir voulu marcher sur Versailles tout de suite, pour ne pas imposer la Révolution à la France. Hein, en disant, nous allons attendre, c'est la stratégie que la commune adopte, hein, nous allons attendre que les villes, les départements, eux aussi font leur révolution communale et viennent se fédérer avec nous. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est une stratégie qui existe et qui est mise en place par déjà par le comité central de la Garde nationale, qui n'a jamais été désavoué dans la déclaration qu'il disait, c'est encore un peu ça. Même si on envoie des gens pour stimuler, etc. Et voilà, c'est un peu ça. Et donc, il y a cette façon de faire qu'a eu la commune, effectivement, de dire on va, cette fois-ci, tout en gardant l'idée que il suffira de rayonnement de Paris, que tout le monde sera libre, c'est quand même assez grotesque. À côté de ça, il y a eu ce refus, et ce refus est resté toujours discuté. Est-ce que la commune n'aurait pas dû marcher sur Versailles très vite, généraliser la révolution, etc. Enfin, c'est réglé, hein, la question n'est pas là. Mais voilà, en tout cas, c'était cet équilibre qui c'est très compliqué à voir. À la fois, il y a un sentiment de supériorité très grand, vraiment très grand, et ils ne veulent absolument pas imposer à la province ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent une révolution fédérale. Sociale et fédérale. Donc, voilà, c'est très complexe, finalement, ces relations. Merci beaucoup. Je vais dire autre chose, parce qu'on doit différencier l'attitude de la commune de Paris elle-même, à ce moment-là, et l'histoire telle qu'elle nous est parvenue, c'est-à-dire le travail des historiens. Je peux parler que de l'exemple de Marseille, mais c'est plus pour concerner d'autres. À Marseille, l'état de siège va durer jusqu'en 1876 avec une répression extrêmement dure. Et Marseille va être inondée de témoignages, mais de témoignages à charge, destinés à faire peur à la population. Aujourd'hui encore, je me donne parfois de citations d'historiens qui prennent pour argent comptant ces documents et qui attribuent certaines choses à la commune, et quand on vérifie, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est pour dire que c'est une des raisons aussi, la mémoire étant complètement écrasée, les acteurs eux-mêmes ont écrit, mais très tard, hein, Louis Collet par exemple, je ne sais pas, mais Louis Collet a écrit sur la commune de Marseille et a témoigné de ce qu'a vécu Esquiros au moment où il a été destitué. Des moments très dramatiques pour Marseille, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais et bien d'autres écrits. Esquiros lui-même a commencé à écrire, mais il est mort. Donc il n'a pas pu donner sa version. Et cela pour dire qu'on a une documentation très fragmentée et puis très
documents judiciaires. Il a repris le contenu des dossiers des cours martiales, des conseils de guerre, pardon. Eh bien, lui-même, il est très beau, mais il est très fragmentaire, il est du point de vue judiciaire, et on aurait tendance à croire soit limiter les communards à cette liste, qui est déjà très intéressante, soit s'imaginer qu'elle correspond exactement à la description sociale, des situations. Pas du tout, c'était des dossiers à charge. L'examen le prouve, on a tout repris sur Excel, et on a comparé ensuite avec quelques autres documents qu'on commence à voir. Et c'était des dossiers à charge qui ont continué jusqu'en 1874-75, à tel point que quand on rafle une centaine de personnes à ce moment-là, en août 74, on va leur reprocher, ce qui montre que pour eux c'est déjà la commune, on va leur reprocher, on a calculé à 60% de ces personnes, ce qu'ils ont fait en septembre, et pas en mars 71. Donc il y a un vrai travail à refaire sur la mémoire qu'ont laissé ces communes, qui ont été diminuées involontairement. Ce n'est pas forcément l'orgueil parisien, pas du tout, c'est les circonstances dans lesquelles la transmission s'est faite, qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a sans doute sous-estimé cette volonté de révolution sociale qui a agité la France. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions? C'est une question. Vous voulez bien aller au micro, je crois que ça aide quand même. Et parler maintenant. J'ai une question à propos de la répression. On a vu que dans certains cas, les troupes ont fait le crosse en l'air. Je suppose des troupes qui sont d'origine de la région en question dans laquelle on va être réprimé. Et donc, ma question, c'est aussi que vous avez des éléments sur l'origine des troupes de répression, des troupes versaillaises qui ont réprimé la commune à Paris. J'ai un exemple qui est avant la commune. Dans les départements, il y avait des gardes mobiles départementales qui étaient formés et qui ont été envoyés à Paris au moment de l'automne 70 pour défendre, soi-disant, le pays, mais c'était surtout pour protéger le gouvernement de défense nationale. Et quand il y a eu le 31 octobre, le moment insurrectionnel ou la prise de l'hôtel de ville par Florence, etc., et c'était des bataillons de la garde mobile départementale, des Bretons et des Berrichons, vous allez le dire, et qui étaient montés à Paris depuis mi-septembre, qui avaient été cantonnés autour de l'hôtel de ville et qui protégeaient l'hôtel de ville parce que Paris bouillonnait. Et donc, ils ont mis en avant les mobiles bretons, qui parlaient que le breton, et les mobiles berrichons qui étaient commandés par un commandant qui s'appelait d'Auvergne, un anarchiste convaincu, ami de Trochu d'ailleurs, et qui ont été appelés, on voit la scène dans les iconographies, par les souterrains pour libérer le phare et tout ça qui l'ont mené pour large. Donc c'est un exemple de ce qui s'est passé, de la façon dont les troupes étaient contrôlées, etc. Et les troupes versaillaises qui ont réprimé la commune, on sait qu'ils ont l'armée été formée à partir de février par tiers, même avant, jusqu'à mars, cantonnée loin de Versailles, éloigner les populations pour qu'il n'y ait pas de contact avec la population. Et après, avec des discours qui disaient que les communards étaient des étrangers, de la racaille, etc., Donc ils ont été conditionnés, ça c'est sûr et certain. Et puis la langue française n'est pas parlée par tout le monde à l'époque, donc il y avait encore des patois dans les soldats, etc. C'est les grandes lignes de l'armée versaillaise qui a réprimé la commune de Paris. Et comme l'a dit Mme Fournel, on s'appelle au Turcos dans le sud, on s'appelle oui, je dis rien, enfin, tout à fait, pour
réprimés dans les portions des troupes. Hein. Mais, justement, est-ce qu'on peut faire un lien avec la religion du sud-ouest ou du sud en général, qui est plutôt, non pas catholique, mais protestante, par rapport à l'événement des communes du sud? Est-ce qu'il y a eu une influence? Marseille était extrêmement catholique, beaucoup de républicains, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, la République laïque va avoir beaucoup de mal à s'implanter à Marseille, même après la proclamation de la République, ça va être très, très difficile. Mais non, Marseille était catholique, peut-être l'esprit protestant ou juif s'est avancé différemment, c'est possible, mais on retrouve vraiment tous les cas. Religion, enfin, en tout cas, c'est pas pareil. Parce que le Midi a été blanc quand le Midi a été royaliste, enfin il y a une partie royaliste importante dans le Midi qui était en partie protestante, c'est pas dire que les protestants, je ne dis pas que les protestants étaient royalistes, hein, mais je dis qu'il y a eu après la Révolution française et au moment dès la Restauration, il y a eu vraiment une tradition blanche dans le Midi, et avec des affrontements des républicains qui étaient quand même assez isolés. Donc, voilà, c'est pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que la question laïque a joué une très grande importance. Ça, c'est évident. C'est vraiment quelque chose qui apparaît dans un certain nombre de communes, c'est la question de la laïcité. Ce qui peut être une réaction avec la trop grande place des prêtres, etc., dans un certain nombre de régions. Je sais pas si Marseille. Le clergé soutenait, mais très activement, le parti légitimiste. Les jésuites avaient créé la mission de France, très puissante, et d'ailleurs elle a été saccagée, et c'est une des raisons pour lesquelles Esquiros les a interdits à un moment donné. Mais je voulais dire aussi que la question de la République sociale, ce qui va se poser, va se doubler aussi de la forme fédéraliste ou pas. Et dans le Sud, apparemment, c'était la forme fédéraliste qui était choisie par les révolutionnaires. C'est cette fameuse Ligue du Midi qui avait le double but, défendre le territoire et défendre la République sociale sous la forme fédérative. C'est bien, oui, Patrick. Dans les troupes versaillaises, j'ai l'impression aussi qu'il y avait beaucoup de marins, puisqu'on voit le Père-Lachaise, on voit dans la fameuse image du Père-Lachaise, on voit des marins qui attaquent les communards. Donc, c'était certainement aussi beaucoup des provinciaux, toute la périphérie de la France. En tout cas, c'est très vrai pour Marseille. Quand je vous ai montré la gravure qui reste, ce sont les marins de 3 bateaux militaires qui étaient dans la rade. Et le général Espigan avait à peu près 4500 soldats quand il les a lancés. Une bonne partie étaient ces marins. Et on voit sur la gravure l'école marine. Donc c'est vrai, il a utilisé une partie de la marine. On les appelait la Royale, d'ailleurs. Je ne sais pas si on les appelle pas encore comme ça. Si, si. Je me sens bien. Alors, il y a la Royale, c'est pas ça. Mais sur cette question plus largement de la violence de l'État, même après, si on pense à 500 ans, à la terreur d'État, qui a été instaurée au XIXe siècle et qu'on retrouve au XXe, c'est toute la question de la répression, de l'utilisation de la force, de la nature même de l'armée, une question que je me suis posée et qui n'a pas été vraiment adressée par l'historiographie, c'est le rôle finalement de l'armée coloniale et des colonies et de l'expérience coloniale dans l'armée française. Ils ont traité l'armée
Versailles a traité les communards comme ils ont pu traiter les Arabes ou les Noirs. C'était quasiment les animaux. Bon, voilà, ça peut expliquer certaines choses. Enfin, les officiers qui ne sont pas tellement très compétents quand ils font face aux Prussiens et aux Allemands, sont plus face à la civiles des armées. C'est plus facile, apparemment. Mais aussi les officiers qui ont d'expérience, des expériences africaines, des expériences coloniales. Et donc ils reviennent en France et puis ils font face à une armée prussienne un peu différente qu'ils ont connue. Donc c'est ça, dans quelle mesure est-ce que l'expérience coloniale des forces militaires ont pu jouer dans leur façon d'agir et dans la répression en métropole? Et je ne sais pas si dans le cas de la Martinique, comment cette répression s'est manifestée. C'était les milices blanches. C'était des milices. Oui, c'était des milices blanches. Le gouverneur a armé des milices blanches et qui ont fait le travail, qui ont brûlé les cadres. C'est vraiment des milices blanches qui avaient des fusils, qui étaient armés. C'est particulier parce qu'il n'y avait pas énormément de troupes présentes sur place, et donc il a pris les forces là où elles étaient. Sur répondre à votre question, ça je ne sais pas. On le sait pour des révolutions précédentes, c'est-à-dire qu'on le sait pour 1848 par exemple, que toute l'expérience acquise, si on peut dire, dans le maintien de l'ordre en Algérie, enfin dans la conquête de l'Algérie, est réintégrée après Bugeaud, etc. Sur eux, je sais pas. Il y a un autre élément de répression. Bon, ça c'est. Ah, pardon. Ah, au micro. La répression, bon, il y a eu les combats et la victoire, la défaite des communards dans diverses villes. Mais la répression, c'est pas limité à l'armée, c'est qu'après il y a tous les jugements. Et tout, voilà, c'est ça qu'il faut ne pas oublier aussi, hein, les jugements extrêmement sévères. On a vu, par exemple, Gaston Crémieux pour Marseille, hein, que Espivent d'ailleurs s'est dépêché de faire exécuter dès qu'il a pu, pour éviter qu'il soit gracié, parce qu'il était question qu'il le soit. Hein. Un des actes essentiels de Gaston Crémieux, c'était justement d'avoir appelé, dès que la Commune de Paris s'est déclenchée, il a appelé les Marseillais à se soulever à nouveau pour soutenir la Commune de Paris dans un grand meeting qui a eu lieu à la plaine Saint-Michel, dans une salle de spectacle qui s'appelait l'Eldorado à l'époque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres prises de parole plutôt? Oui, Patrick. Garibaldi et ses fils. Comment ils ont... alors, bon, je pense qu'il a été un des seuls généraux qui ont gagné contre les Prussiens, de mémoire. Et puis après, donc, il s'est défilé vis-à-vis de la commune. Non, alors non, mais justement, et ses fils, donc voilà. Bon, merci. Bon, merci d'en parler, parce que les Italiens ont joué un grand rôle aussi dans le mouvement communal. À Marseille, j'ai dit qu'ils étaient très nombreux, au point de former un corps, le corps des Garibaldiens. Et Garibaldiens, le 7 octobre, va être accueilli en triomphe à Marseille. Donc c'est vrai qu'il va gagner, mais quand il va même, pour le neutraliser entre guillemets, va même être rappelé auprès du gouvernement. Mais quand il va y avoir les élections, il va être hué par l'Assemblée. Il va repartir. On va faire en sorte qu'il se décourage et il va rentrer en Italie. Mais c'est pas du tout qu'il a trahi la commune, c'est qu'il n'avait plus les moyens
Juste pour préciser, sur Garibaldi, effectivement, la commune de Paris, la comité central international, a demandé à Garibaldi de prendre le commandement de la guerre nationale. Voilà. Et effectivement, il a refusé, mais, en disant qu'il soutenait, comprenait et soutenait l'insurrection. On a la lettre, hein, elle a été publiée, donc il comprenait et soutenait l'insurrection, mais que là, la priorité de son action maintenant était les combats qui continuaient en Italie, les tâches. Voilà. Moi, je n'avais pas davantage défini parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une lettre de soutien et très favorable à la commune. Mais effectivement, il a refusé de prendre la direction de la guerre nationale qui lui avait été offerte par le comité central. Voilà, préciser exactement les choses. Merci bien, Henri. D'autres intervenants? Au micro, s'il vous plaît. Oui, justement, pour Garibaldi, tout à l'heure, vous avez dit que les gens criaient « Vive la République, vive Garibaldi », et vous aviez l'air de dire que c'était une contradiction. Non, d'accord, j'ai mal compris. Non, c'est celui non, pas du tout, c'est peut-être contradiction. Je crois qu'avant d'aller à Marseille, il est arrivé à Lyon. Oui. Il a fait un moment à Lyon. Donc non, il était au contraire. Il y avait toute une tradition de volontaires du Rhône dans la région où ils avaient déjà fait des choses avant la commune avec des Garibaldiens. Oui, non, ça pas du tout. Alors là, j'avais mal compris. Oui, je suis exprimé. Merci pour cette précision. En comparant ce qui se passe à Paris et ce qui se passe en province, dans un esprit révolutionnaire, dans un esprit vraiment de contestation, qu'on pourrait bien souligner, peut-on parler d'un communalisme provincial, et si oui, quelle serait la différencier de Paris ou pas? Est-ce qu'il y a une rupture entre Paris et la province autour de cette question? Est-ce qu'il y a un caractère propre à la province et propre à Paris? Oui, je ne sais pas si il mérite de s'adresser à cette question-là, à comparer le communalisme provincial et le communalisme parisien. Je crois y avoir essayé de le faire. Donc, je pense que on ne peut pas dire la province. Voilà, il y a des communes provinciales, mais on ne peut pas dire la province, parce qu'il y a des situations spécifiques qui sont extrêmement localisées. Alors, il y a des points communs, il y a des relations, il y a des réseaux, mais on ne peut pas parler de la province d'une façon générale. Je crois qu'entre ce qui se passe dans les campagnes et ce qui se passe à Lyon, par exemple, il y a un peu ça. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est essayer de voir à la fois les spécificités locales, les points communs et la façon dont ils sont reliés ou pas. Alors, tu as tout à fait raison, il faudrait travailler sur le Nord. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur le Nord. Donc, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Hein. Par exemple, c'est vrai que moi j'ai vu dans des textes sur Marseille, vous l'avez dit d'ailleurs, je crois, qu'ils avaient travaillé sur les condamnations judiciaires de près. Donc je pense que ça serait à systématiser. C'est-à-dire qu'on a des bilans généraux, mais on n'a pas cette étude très précise, justement, enfin, en tout cas, pour certaines situations que j'ai vues de près, on n'a pas ces bilans très précis des condamnations. Alors effectivement, c'est que la justice, mais c'est quand même quelque chose aussi. Merci bien pour ce complément. Je vous écoute, si je vous dire, s'il y a des questions ou prises de parole avant qu'on termine notre soirée. Et puis alors, je vais juste demander s'il n'y a rien de personne qui veut intervenir de la salle, de demander aux intervenants si vous voulez dire quelques mots avant la fin. Oui, les points communs, je pense que dans l'intervention, on l'a dit, je pense
les droits locaux, c'était un combat qui était dans les provinces, et le droit pour Paris, les droits locaux, l'indépendance des conseils municipaux aussi, hein, c'est très important, c'est marqué, très marqué en province, c'est le même combat qui est mené à Paris. Et on a vu que sur le plan de l'instruction, de la laïcité, il y avait en province aussi ce souci d'écarter le poids des congrégations religieuses qui était très puissant. Issoudun, par exemple, avait déjà refusé de supprimer l'aide aux fabriques avant la Commune de Paris, dès 1867 et 1868. Et dès que la Commune était réprimée, le nouveau préfet a remis en place Issoudun l'aide aux fabriques et le traitement des desservants. C'est très significatif. Donc il y a un certain nombre de passerelles qui existaient. Hein. Alors elles sont identifiables, elles sont identifiées. Pareil, le souci aussi en province, comme à Paris, il y avait une misère profonde d'aider les indigents, de fournir du travail. On retrouve ce même souci en province. Hein. Les petites communes faisaient travailler les ouvriers qui étaient au chômage sur les terrains, sur les chemins vicinaux, hein, parce que pour les employés, pour qu'ils aient un petit quelque chose, et les ateliers de charité, on peut dire ce que c'est une finalité certaine. Hein. Mais il y a aussi cette aide aux indigents qu'on a pu retrouver à Paris, mais la misère était aussi profonde. Et parce que c'est vrai que la misère, quand on parlait, en province, c'était vraiment quelque chose de très, très fort, très, très central dans toute la réflexion de tous ceux qui avaient des responsabilités. Qu'est-ce que tu appelles l'aide aux fabriques? Les fabriques, c'est l'aide aux paroisses. La fabrique, c'était comment dire, c'était l'organisation de la paroisse. Ah d'accord, oui. Les fabriques, c'était l'organisation de la paroisse. C'était l'église, les paroissiens, le curé, les servants, et qui géraient le budget du culte local. Voilà. Il me reste à remercier nos intervenants pour leur participation ce soir. Vous remercier tous et toutes d'être ici. Et mon plus remerciement, aussi remercier la mairie du 14e pour nous avoir accueillis dans cette très belle salle qui est quand même agréable. Alors, donc, c'est la fin de la 4e soirée et la deuxième idée de participer à la 5e.